Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité m'accompagne pour tenter de les décortiquer et donner son point de vue en attendant la sanction de nos téléspectateurs, que vous êtes les vrais arbitres, c'est donc les téléspectateurs. Vous le savez, les Congolais en ont marre de cette affaire des rames que les autorités ne suppriment toujours pas, mais il y a des courageux, ceux de nous qui ont décidé de porter l'affaire devant les cours des tribunaux. Un procès se tient à l'heure où nous parlons. Peut-être que vous ne le savez pas, on en parle dans cette affaire de rame. Pourquoi avoir porté plainte contre la République? Qu'est-ce qu'on attend de ce procès? On va en parler. On revient sur ce qui est désormais une sorte de guerre entre l'Église et le régime Tshisekedi. Mboko Ekoufa, Mboke Ekoufate, Mbongo qui réagit, les communicateurs de l'IDPS qui rentrent dans la danse. On parlera aussi peut-être de l'affaire Jean-Marc Kabonde. Un invité pour la première fois dans cette émission, j'espère et je le souhaite que c'est une première mais pas une dernière. C'est monsieur Augustin Bissimois. Monsieur Bissimois, bonjour. Bonjour monsieur Perrault. Bonne année, meilleurs vœux à vous, cher frère. Merci beaucoup pareillement et aussi à tous les téléspectateurs de la télévision CPL TV qui suivent très bien cette émission et qui sont tellement intéressés parce qu'à tout moment nous sentons que les gens sont devenus petit à petit intéressants par rapport aux émissions, aux produits CPL TV et ça encourage tout le monde. Nous pensons sincèrement qu'il faut encourager ce genre d'émissions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC. Ça veut dire quoi tout ça? Il y a 700 partis politiques, monsieur Bissimois. Est-ce que dans le 700-là, il n'y avait pas un parti politique qui vous a convaincu pour que vous créiez un autre parti mallette comme le vôtre là? Bien, merci beaucoup pour la question, monsieur le directeur. Il faut d'abord dire ici que notre parti n'est pas mallette. Il y a deux partis mallettes, on les connaît très bien, mais notre parti existe et très bien enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a son siège situé sur avenue Kandakanda Kasavubu, au premier niveau de l'agence Manigram, et donc un grand siège que beaucoup de partis n'ont pas dans ce pays pour montrer que nous sommes tellement ambitieux. À part Kandakanda, vous n'êtes nulle part. Hein. Nous sommes. Quand on parle des partis mallettes, ce sont des partis qui n'existent que de nom, qui ne vivent pas, qui n'ont pas de militants. Ça peut être le cas avec votre parti, non, monsieur Bissimois? Bien évidemment, vous avez raison, parce qu'on est tellement habitué à ce genre de partis politiques, mais pour une fois, je pense que le peuple congolais, la RDC peut compter sur un parti politique qui amène une vision, qui amène un projet, un programme sur lequel le peuple peut compter. Et donc, le MDVC, 1 année et 3 mois qu'il a été enregistré, n'est-ce pas, de manière régulière, il est aujourd'hui implanté dans 12 provinces. Et donc c'est un produit qui est en train de se vendre seul. À tout moment qu'on parle de cette vision, en tout cas, les gens n'hésitent pas et on sent que c'est un parti qui va surprendre, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Et donc, pour votre précision, ce n'est pas un parti mallette, c'est un parti en réalité qui fait beaucoup déjà en 1 année et qui est en train de parler de lui-même. Et donc, qui va surprendre. C'est quoi la différence? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'UDPS? Pourquoi vous n'êtes pas allé au PPRD? Pourquoi vous n'êtes pas allé au MLC? Quelle est la différence, la frontière qui existe entre vous et tous ces grands partis ou ces autres partis que nous avons dans le pays? D'entrée des jeux, il faut dire que tous ces partis se battent pour les changements. Mais du coup, on se rend compte que lorsqu'ils sont au pouvoir, ces changements n'arrivent pas. Et c'est comme ça que si vous analysez très bien, n'est-ce pas, la dénomination de notre parti, il s'appelle Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Nous parlons bien du vrai changement. Le vrai changement, pourquoi? Parce que nous apportons une vision nouvelle et une vision, évidemment, salvatrice pour la République. Cette vision, c'est quoi? Le MDVC et son président national, le docteur Justin Moudekereza, ils se battent pour refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Dans cela veut dire quoi? C'est-à-dire que pour nous, le MDVC, l'État congolais n'existe plus que des noms. Et donc, il faut arriver à les refonder. L'État congolais ne profite qu'à une poignée de personnes. Et nous voulons en réalité que le Congo puisse profiter à tous les peuples congolais. Et malheureusement, le fait que ça profite à une catégorie de personnes,
on s'est rendu compte à l'issue de notre diagnostic que c'est constitutionnalisé. Parce que lorsque vous lisez certains articles de la Constitution, vous vous rendez compte que la Constitution a piégé la République. Quoi qu'il en soit, on peut monter, on peut descendre, ce pays ne va pas se développer si on ne réfléchit pas parce qu'on a été piégé par une constitution, n'est-ce pas, de belligérants. Donc une fois au pouvoir, vous remaniez la constitution. Bien évidemment. Vous révisez la constitution. Bien évidemment, et là le professeur Justin Moudekereza nous a demandé d'être honnête avec le peuple congolais. Tenez, vous avez, lorsque nous disons refonder l'État, c'est parce que nous avons 5 piliers principaux, parmi lesquels les réformes des politiques publiques de l'État. C'est-à-dire que pour nous, les politiques publiques que l'État utilise actuellement, elles sont obsolètes et n'arrivent pas en réalité à permettre au pays de produire. Et donc ceux-là que nous avons pensé chasser parce que nous avons besoin de l'indépendance, ils nous ont tenus à l'œil pour dire, ils nous ont lancé un défi de nous voir en tout cas rester tout le temps dépendants. Et donc, est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Nous disons oui, parce que nous avons une constitution qui vous permet de consommer 80% du budget national et 20% uniquement orienté vers le développement. C'est pas la Constitution qui dit ça. Eh bien, lorsque vous voyez comment on nous a flanqué des institutions budgétivores, je prends un exemple de l'article 109 qui vous dit que les députés et les sénateurs ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Nous interrogeons, est-ce que c'est un motif qu'un député vous touche $13 000 le mois? Qu'est-ce qui prouve qu'il a une dignité spéciale par rapport aux enseignants? Et donc, on a une nation, un pays qui est divisé, qui a des classes où il y a des plus riches et des classes de plus pauvres. Eh bien, un pays pareil ne peut pas se développer. Parce qu'en réalité, tenez, on vous dit qu'à la fin de leur mandat, ils ont des indemnités de sortie égales à 6 mois de leurs émoluments. Eh bien, posez-vous des questions, pourquoi les députés se battent pour entrer au gouvernement? C'est parce que ça veut dire qu'au gouvernement, il y a mieux que ça. Et donc, vous vous rendez compte que vous avez un professeur d'université qui est marginalisé, un enseignant marginalisé, un policier marginalisé, un militaire, un fonctionnaire de l'État marginalisé, et donc parce que l'argent de l'État est concentré seulement vers les institutions politiques. Et cela est un piège que nous a tendu, faisant en sorte que la politique soit le seul secteur qui paye. Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens vont abandonner leur secteur, n'est-ce pas, traditionnel, pour se précipiter en politique, parce que c'est le secteur qui paye mieux. Et qu'est-ce qui va arriver comme conséquence? C'est que plus ils sont nombreux, plus ils auront beaucoup de conflits politiques à régler. Plus il y a tant de conflits politiques, plus ils perdront beaucoup de temps, et donc ils ne vont pas travailler. Voilà pourquoi, autant d'années durant, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, le pays continue à patauger. Pourquoi? Parce qu'on vous a flanqué des institutions bidons et ridicules. Nous avons désormais 26 provinces. Et on va vous dire que pour des raisons, n'est-ce pas, de la décentralisation, chaque province devra avoir son gouvernement provincial à raison de 10 ministres. Et chaque ministre a son cabinet. Vous faites les calculs, le prof vous dit, mais quand vous avez 10 ministres fois 26, vous avez déjà 260. Eh bien, ces ministres provinciaux n'ont pas de mission, n'ont pas de travail à faire. Et du coup, ils se sont rabattus au travail, aux missions régaliennes des divisions provinciales. Eh bien, vous avez directement une administration écartée dans la gouvernance du pays. Et donc, nous disons, il faut arriver à refonder l'État. C'est comme ça, quand nous parlons de réforme des politiques publiques de l'État, nous pensons de manière générale et ramassée à une réforme constitutionnelle et à une réforme institutionnelle. Nous devons doter à la République les institutions en réalité, parce qu'au niveau du management, monsieur le directeur, en management, quand est-ce qu'on engage? Ici, vous êtes directeur d'une grande chaîne de télévision. Lorsque vous engagez quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, il y a besoin. Vous vous rendez compte qu'au regard de ces prestations, il apporte un plus, n'est-ce pas, au travail du média. Mais vous avez ici des institutions qu'on crée ridiculement, mais qui n'apportent en réalité rien du tout. Et donc, on se pose des questions. On vous dit que le Parlement a pour mission de voter les lois et de contrôler les gouvernements. Eh bien, on se pose des questions. Est-ce que pour pareille mission, il faut payer tout ça aux députés? Eh bien, quand ils auraient des routes, quand ils allaient construire des routes, quand est-ce que vous aurez de l'eau à la population? Un pays qui a 3/4 des ressources hydrographiques n'a pas de l'eau dans les quartiers. Seulement parce que tout l'argent est concentré dans les institutions de la République. Écoutez, ces institutions nous apportent quoi? Et donc voilà les débats que l'MDVC apporte avec son président national, le professeur Dr Justin Moudekereza, que beaucoup appellent désormais Magufuli du Congo. Et donc, nous avons le deuxième pilier, nous parlons de la redistribution juste des richesses nationales. Nous estimons que les richesses nationales ne sont pas très bien redistribuées ou carrément, quasiment pas, et ne le sont pas.
Et donc, nous estimons qu'il faut arriver à développer des secteurs sociaux qui font en sorte que la population se retrouve comme, n'est-ce pas, actrice du changement. Parce que nous avons désormais les gens qui sont spectateurs à l'attente du changement, mais il faut arriver à travers les actions sociales, parce que pourquoi je dois payer l'impôt? C'est parce qu'en réalité, j'aurai, n'est-ce pas, une bonne route sur laquelle je roule. Pourquoi je dois payer la facture de la régie des eaux? Parce que j'ai de l'eau, n'est-ce pas, potable, et bien en quantité suffisante. Pourquoi je dois payer, n'est-ce pas, du courant? C'est parce que j'ai du courant 24 sur 24 heures. Mais ce n'est pas comme on nous fait payer ici les délestages. Ça c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Et donc, nous sommes, par exemple, au niveau de l'Europe, vous garez très mal, on vous amène, n'est-ce pas, un bordereau, allez payer. Vous n'allez pas hésiter, même sans la police, vous irez payer parce que vous savez que sur base de ces impôts-là, vous avez des allocations familiales. Vous avez des soins de santé importants. Vous avez une bonne éducation de vos enfants. Mais chez nous, écoutez, on se pose des questions. Donc il faut réfléchir sur la redistribution de nos richesses. Absolument. Il y a une classe qui gagne, il y a une grande majorité qui est perdante. Absolument. Et là, il y a trois secteurs, il y a trois axes que les profs envisagent. Le premier, c'est de pouvoir restaurer ce qu'il appelle contrat social. Ce contrat social voudrait en sorte que nous ayons, n'est-ce pas, parce que désormais il y a un fossé large ou profond entre les dirigeants et les dirigés. Eh bien, lorsqu'un dirigeant passe, tout le monde crie Bami Biwana. Eh bien, il faut arriver à casser ce fossé. Parce que tout ce qu'on appelle programme, dans des pays les plus avancés, on les appelle programmes nationaux. On ne parle pas du programme du gouvernement. C'est un programme national. Ça signifie que tous les peuples, n'est-ce pas, se sentent concernés dans ce programme-là. C'est le cas du Rwanda, Botswana, tout ça, où le peuple est impliqué dans les programmes. Ici, vous avez des programmes qu'on appelle Bopeto. Un programme bidon, là où les gens ont vendu du vent. Et donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, on n'a rien. On va vous parler de Chile Gelou, on vous parle des choses ridicules, mais vous ne sentez pas en réalité à quel niveau le peuple est impliqué. C'est comme ça que les gens détournent comme ils le veulent, en cascade. Eh bien, nous pensons qu'il faut arriver, n'est-ce pas, à passer à cette redistribution juste des richesses nationales. Premier axe, là, on implante, on restaure évidemment le contrat social. À travers les actions sociales, le peuple se sent concerné. Le peuple peut payer l'impôt, peut payer la taxe, sans même la police derrière, parce qu'il sait évidemment qu'il y a des actions que je profite en fonction de l'impôt que je paye. Deuxième axe, le prof estime qu'il y a un problème. Et moi, je suis du village, et dans mon territoire, on exploite les minéraux. Mais les fonds ici de ces minéraux vont venir, n'est-ce pas, développer la ville. Eh bien, j'ai besoin du courant, je dois quitter le village, je vis en ville. Mais ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas plus congolais parce que vous vivez la ville. Et que moi qui habite l'intérieur, je deviens moins congolais que vous. Si j'ai besoin de rouler sur une bonne route, je dois aller habiter en ville. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Eh bien, lorsque je quitte le village où j'étais producteur, arrivant en ville, qu'est-ce que je deviens? Je deviens consommateur. La conséquence, c'est quoi? La demande va augmenter. L'offre va diminuer, eh bien vous avez le prix aussi qui augmente. C'est ça un peu ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas comme les gens sont en train de tromper au ministère de l'économie, on trompe Chilombo, on lui amène des projets bidons, voilà, et on va baisser les prix des produits. Parce qu'on n'a pas évidemment de techniques commerciales, on ne peut pas inventer la roue. Voilà, à ce niveau-là, on estime qu'il faut arriver à faire des développements égaux, tant au niveau de la ville, au niveau urbain, qu'au niveau rural. Un gouverneur vous dit, j'ai un programme d'asphalter 10 km de route. Et lorsque vous analysez, tous les 10 km, c'est pour la ville. Écoutez, le fonds issu de ces projets-là, plutôt, qui vont financer ces projets, c'est des fonds qui viennent des minéraux ou des bois qu'on a coupés au niveau rural. Mais ces gens-là, pour qui Dieu a donné ces richesses, n'en bénéficient pas. Eh bien, il faut amener tout ça, tout le développement en ville. Ça fait que les gens quittent le village pour habiter en ville. Le professeur veut casser tout cela avec les autres élites qui se réveillent, parce qu'ici il s'agit d'un réveil, n'est-ce pas, de la conscience collective. Nous parlons du troisième pilier, les rajeunissements et renouvellement de la classe politique. Eh bien, écoutez, lorsqu'on nous bat campagne ici, il y a des gens qui vous disent, vous n'avez pas de l'expérience politique. Eh bien, vous là, Lambert Mende, vous là, Tambwe Mwamba, est-ce que c'est vous qui avez l'expérience politique? Le fait d'avoir fait autant d'années en politique, 60 ans, ça vous donne une expérience politique. Eh bien, de quelle expérience on me parle ici? Il s'agit là d'une expérience qui a échoué, qui n'a pas développé ce pays. Eh bien, la jeunesse doit se réveiller et dire, ces gens ne doivent plus nous bander, ils ne doivent plus nous tromper, qu'on n'a pas d'expérience politique. Eh bien, il y a une école désormais, le MDVC a créé une école de formation des cadres politico-administratifs. Et donc, les jeunes sont là formés tous les jours.
Comme la fois passée, on a fait une formation sur les finances publiques et la jeunesse en a bénéficié. Allez, donc, j'avais vu les images de cette formation-là. Bravo. Deux petites questions avant de tourner la page des MDVC. Vous parlez des élites. D'ailleurs, le mouvement s'appelle mouvement d'élite. Vous n'êtes donc pas un parti des masses, vous êtes un parti des intellectuels, un parti d'élite. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, vous revenez tout le temps, les professeurs a dit. Ça veut dire que là, ce n'est pas les partis qui a dit, ce n'est pas l'idéologie du parti, c'est lui qui vient au MDVC, il vient, c'est devenir un vassal des normes, Magister Dixti, c'est l'apologie, l'idéologie de Dialelo qui est le socle des MDVC. Vous adulez un homme, professeur soit-il, monsieur Moudeguereza, parce que le professeur a dit, Moudeguereza, c'est pas un saint. Donc l'idéologie, c'est pas l'idéologie du parti, c'est l'idéologie d'un homme. Non, mais écoutez, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous devons faire la part des choses, M. Perrault. Vous savez ce qui a tué ces pays? Et bien beaucoup d'autres pays sont en train de se développer parce qu'ils ont des repères. Vous êtes en Afrique du Sud, dans les partis qu'on appelle ANC. Ils ont le mandélisme. Ils continuent à travailler sur la vision du Mandela jusqu'à aujourd'hui. Et ce pays est parmi les pays émergents en Afrique. Mais vous avez les autres pays, vous avez... Mais nous sommes entre... Quel est le repère que nous avons maintenant? Vous avez suivi ici, on vous a parlé de Lumumbiste. Mais écoutez, combien de partis qui prennent la vision de Lumumba et qui continuent à travailler dans ce sens-là? Parce qu'en réalité, il y a toujours un visionnaire et les autres qui viennent apporter, n'est-ce pas, un plus à cette vision-là. C'est ce qu'on appelle les encadreurs de la vision. Mais d'emblée, il doit y avoir un visionnaire qui a une vision, qui la partage, et les autres qui disent c'est important, nous y apportons un plus. C'est ça dans le sens là. Et donc nous pensons ici que tant que nous n'avons pas compris ce genre de choses, nous allons mourir tous. Nous allons mourir tous. Moudeguereza, c'est votre modèle donc là-bas. Écoutez, ici nous parlons d'une vision. Ok. Nous parlons d'une vision. Non, mais moi je pose la question parce que j'entends que vous êtes largement revenu sur lui. Hein. Le professeur dit. Bon, attendez, je me suis dit, bah, là-bas c'est l'idéologie moudeguerezienne. Je suis ravi que vous ayez compris. Parce que quand vous comprenez, c'est ce qui fait dire que même les téléspectateurs ont compris qu'il y a un visionnaire dans toutes choses et que notre pays patauge parce qu'on n'a plus de vision sur laquelle on évolue. On n'a pas une vision sur l'élite. C'est pas le parti des masses. L'élite, c'est-à-dire quoi? Vous savez, il y a un problème sérieux dans notre pays. Vous savez, nous avons désormais plus de 80 millions d'habitants dans notre pays. Mais cette population-là, parce qu'au fait, quand nous parlons de refonder l'État, nous disons l'État a 3 éléments qui les constituent. Il y a d'abord la population. Nous interrogeons cet élément-là. La population, 100 millions d'habitants, qu'est-ce qu'elle regorge? Vous avez là 2 catégories. Il y a les élites, bien évidemment, qui malheureusement ont été aussi, n'est-ce pas, abasourdis. Il faut les réveiller. Parce que nous avons été au banc de l'école et l'enseignant vous dit, écoutez, c'est vous qui serez l'avenir de ce pays. Eh bien, lorsque nous terminons les études, nous devenons quoi? Nous nous rangeons derrière ceux qui tuent le pays. Nous nous rangeons derrière ceux-là qui n'ont pas de vision pour la République. Et donc, il faut dire aux élites, écoutez, réveillez-vous. Parce qu'une fois que vous vous réveillez, c'est là que les autres aussi vont se dire, la masse va dire, voilà, suivons. Parce qu'il y a d'abord un éclaireur. Ça s'appelle leadership. Et un pays qui n'a pas un leader, c'est comme le nôtre ici. Actuellement, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de leadership. Et on ne sait pas qui fait quoi. Quand on vous dit que bon, il y a un problème de pilotage et de coordination, c'est comme ça que rien ne marche. Eh bien, qui doit piloter? Qui doit coordonner? Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il y a un problème de leadership. Et donc, nous voulons d'abord amener, n'est-ce pas, l'élite à comprendre qu'elle est en premier le responsable de ce que nous sommes en train de vivre. Et que si elle se décide, au regard de tout ce qu'elle a appris comme des théories au niveau de l'université, eh bien, il est possible que nous puissions amener les autres, n'est-ce pas, à se ranger pour qu'on puisse bâtir un Congo pour tous. Allez, Augustin Bissimois, secrétaire général des MDVC, donc notre invité du jour. Avec lui, on va ouvrir la page politique de cette émission. Mais je vous ai connu à la société civile, non? Vous étiez responsable des sociétés, je crois, à l'époque. C'était un mouvement... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que la société civile devient pratiquement l'antichambre de la politique. Hein. La frontière, tous les gens qui étaient les Bahati, les autres, les Pierre Lumbi qui étaient dans la société civile ont glissé dans la politique. Vous êtes des solos là? Oui, mais il y a un problème, il faut que les gens disent la vérité. Parce que nous devons, n'est-ce pas, enterrer l'hypocrisie dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la société civile, vous avez là une seule arme de combat, c'est la dénonciation. Parce que lorsque vous voulez entrer dans une politique, n'est-ce pas, de la gouvernance participative, eh bien, vous proposez des idées, les autres les jettent dans les poubelles, on chiffonne. Et donc, si vous avez besoin d'un financement, vous tendez la main à l'extérieur. Et si vous recevez, n'est-ce pas, quelque chose de l'extérieur va vous soudoyer et va vous communiquer le mode, n'est-ce pas, d'usage. Et par conséquent, ou de surcroît, on vous dicte également les comportements contre votre pays. Et nous avons dit non.
Bissimo a dit pas question. Si vous voulez rester, avoir un financement, pas de l'extérieur, de l'intérieur, il faut tendre les mains aux autorités qui gouvernent. Eh bien, elles aussi, lorsqu'ils vous donnent des financements, ils vous musellent. Et nous avons dit non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne sommes pas prêts à tendre la main à l'extérieur contre notre pays. Nous ne sommes pas non plus prêts à nous soudoyer derrière les autorités qui dirigent. Eh bien, il faut arriver à agir comme acteur du changement. Je vais vous dire que même le professeur Justin Moudekereza était de la Socirec, pour votre information. Et donc, on s'est dit, écoutez, est-ce que là, on a été comme des spectateurs à l'attente du changement? Pouvons-nous travailler désormais comme des acteurs principaux, n'est-ce pas, de ces vrais changements-là? C'est ça un peu la logique, ce qui nous a poussé de quitter la société civile vers, n'est-ce pas, un parti politique qui apporte, n'est-ce pas, l'espoir au peuple congolais. On verra, les élections c'est bientôt 2023, on va voir si les Congolais vont vous faire confiance, s'ils vont croire en vous. Alors Augustin Bissimo, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que les Congolais ne le savent peut-être pas, mais nous, nous vous suivons. Vous êtes quand même parmi les courageux, je parle de vous comme MDVC, parmi les personnes qui ont haussé la voix contre la taxe RAM. Je vous ai vu, vous et votre parti politique, dans des défilés, dans des marches contre la taxe RAM, et vous êtes allé un peu plus loin. Vous avez porté plainte contre la République dans cette affaire des taxes RAM. Où vous en êtes exactement avant qu'on entre en profondeur sur les dossiers RAM? Judiciairement parlant, vous avez porté plainte. Est-ce que vous croyez que la justice va aller dans les sens qui est le vôtre? Bien, la première des choses, c'est que on nous a dit que nous sommes désormais dans un état de droit. On nous l'a chanté. Eh bien, nous avons cru. Mais nous nous sommes dit, avant d'y croire, allons vérifier. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que RAM, eh bien, au niveau du Parlement, parce que nous sommes là dans la légalité où on nous dit que le Parlement, n'est-ce pas, représente le peuple congolais. Eh bien, ce qui nous représente, on dit que RAM est une escroquerie à ciel ouvert. Et nous avons écouté, parce que nous devons croire à nos représentants. Mais s'il s'agit d'une escroquerie, où est l'escroc? L'escroc, c'est qui? Mais vous avez un Parlement qui arrive à ce niveau-là, à vous dire, non, on a volé. Mais le Parlement ne va pas au bout de vous démontrer maintenant, le voleur, c'est qui? Et le Parlement refuse, n'est-ce pas, de pouvoir trouver les mécanismes pour arrêter les vols. Mais et nous faisons quoi? Comme un parti qui veut défendre la population, un parti qui constate que tout le monde, tous les partis politiques sont venus, n'est-ce pas, se ranger dans l'union sacrée pour, n'est-ce pas, piétiner les petits citoyens. Nous nous sommes dit, écoutez, nous n'avons plus de choix, nous sommes restés les seuls. Prenons le courage, saisissons l'espace qu'on nous a dit qu'il y a un état de droit. Voilà pourquoi nous sommes là. Eh bien, la question, c'est quoi, au fait, avant de savoir qu'est-ce qui nous a poussé, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons que la justice soit dite. Nous attendons, évidemment, qu'on prouve aux citoyens congolais, au monde entier, qui est en train de nous sentir, n'est-ce pas, ridicules par rapport à ces dossiers RAM, où l'ODEP vous dit qu'il y a plus de 380 millions de dollars déjà perçus, qui ne sont même pas retracés. On ne sait même pas c'est dans quelle caisse, où les commissions économico-financières de la chambre basse devenues trop basse du Parlement, la chambre haute devenue très haute, sans hauteur du Parlement, vous dit, eh bien, même De Gérard ne nous a pas prouvé où est cet argent. Alors, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Un parti responsable a dit, saisissons la justice pour nous rendre compte si réellement nous sommes dans un état. Et là, vous êtes allé où? En pénal pour détournement, ou vous êtes allé dans les cours des tribunaux d'ordre administratif pour annuler? Dites-moi, vous êtes devant les TGI, vous êtes... Quel est le motif pour lequel vous saisissez la justice? Nous sommes des civils. Et nous avons estimé qu'il faut d'abord interroger les tribunaux de grande instance, qui est une juridiction civile. Nous y sommes depuis, je crois, le mois de septembre, mais on ne fait que renvoyer, mais on n'a pas de choix. Mais pour une fois, nos avocats, parce qu'on a un collectif musclé, qui a obtenu qu'on puisse cette fois-ci plaider. Et les plaidoiries ont eu lieu le mercredi, et du coup, on a plaidé sur les mesures, n'est-ce pas, provisoires, qui devraient obtenir à ce que RAM, qu'on puisse d'abord cesser avec les prélèvements. Les mesures conservatoires, il fallait d'abord suspendre les prélèvements. C'était ça le débat. Et heureusement, on a obtenu qu'on puisse plaider parce qu'on a vu les avocats de la République, on a vu ceux de l'ARPTC, PENTIC, Vodacom, RTL, on les a vus, n'est-ce pas, s'acharner pour refuser qu'on ne plaide pas, pour qu'on puisse renvoyer. Mais heureusement, avec un collectif musclé, ben, ils ont obtenu qu'on puisse plaider.
Et dans cette plaidoirie, nous avons démontré que à partir du moment où le Parlement a dit que RAM n'est pas une taxe, que le ministre, n'est-ce pas, de Pentic n'a pas été capable de prouver RAM c'est quoi, et que donc toute taxe qui doit être, n'est-ce pas, instituée par une loi, mais cette fois-ci, celle-ci n'a pas instituée par aucune loi, eh bien, il fallait rester. Nous nous sommes dit, écoutez, il faut d'abord qu'on obtienne à ce que l'on puisse cesser avec le prélèvement. Parce que malgré tout ce que le Parlement a dit, on continue à défalquer l'argent au téléphone du petit citoyen. Les gens qui ne sont pas bien payés, les militaires au front, vous publiez, n'est-ce pas, vous proclamez l'état de siège. Vous avez des militaires au front qui veulent appeler leur famille. Ben, ils mettent des petites unités là de 100 francs. Eh bien, on va couper tout. Mais nous sommes dit, mais écoutez, le peuple est en difficulté. Mais on nous dit, le peuple d'abord, entre-temps, ce même peuple, vous le marginalisez. Mais on a dit, écoutez, il faut s'élever pour défendre ces petits citoyens qui souffrent. Voilà comment nous sommes là. Alors, qu'est-ce que nous attendons? En réalité, dans un pays de droit, nous continuons à y croire. Nous attendons parce que l'affaire a été prise, n'est-ce pas, en délibéré. Nous attendons que les juges... Vous attendez donc droit. Un jugement d'envergure droit sur la suspension... Bien évidemment. La surséance d'abord du prélèvement des taxes RAM avant d'entrer en profondeur... Bien évidemment. Dans le fond du dossier. Vous avez plaidé, j'ai vu les images. Courage à vous. Allons parler de cette affaire des RAM. C'est une affaire qui a suscité beaucoup de débats dans la société. Pourquoi vous êtes contre la taxe RAM? C'est quoi le problème? On nous a dit qu'à tantôt, elle contribue à payer la gratuité de l'enseignement, tantôt elle aide à donner les Wi-Fi gratuits dans les universités. Ça fait quand même des avancées, mais pourquoi MDVC veut couper tout ça? Bien, nous n'avons rien contre les Wi-Fi gratuits. Nous n'avons rien. Quoi que ce soit des programmes aussi ramassés qui ne sont pas planifiés. Mais le problème c'est quoi, Perrault? Je l'ai dit ici, vous avez un Parlement. Le Parlement, dans ces deux chambres, cette chambre basse-là, quoique devenue trop basse, nous devons continuer à y croire parce que c'est la seule que nous avons en attendant qu'on refonde l'État. Vous avez la chambre haute, quoique haute sans hauteur, on doit y croire parce que c'est la seule que nous avons. Elle vous dit que RAM mène une taxe. Mais nous disons quoi? Ça nous a intéressés. Ça nous a intéressés comme élite. Eh bien, on interpelle même le ministre Kibasa. Il vous dit que RAM est en train de financer la gratuité. Entre-temps, la Banque mondiale a sorti des fonds importants pour la gratuité. Entre-temps, il y a des non-payés. Enfin, c'est ridicule dans notre pays. Écoutez, vous avez les anciens qu'on appelle les NP, les non-payés. Mais sous la gratuité, vous avez des non-payés. Entre-temps, RAM finance la gratuité. Mais on se moque de qui dans ce pays? Il s'agit là, comme l'a dit le Parlement, de l'escroquerie. Et nous nous sommes dit, s'il est déterminé et qu'il y a escroquerie, eh bien, il faut à tout prix qu'on aille chercher l'escroc. Et nous sommes en train de mobiliser tous les peuples congolais, ceux-là qui sont encore consciencieux, qu'ensemble nous allions chercher l'escroc là où il se cache. Parce qu'il existe. On ne peut pas avoir une escroquerie confirmée sans qu'il y ait un escroc. Nous allons au bout jusqu'à ce que nous arrivions à trouver la suspension des prélèvements, retrait total de cette fameuse taxe illégale. 2, qu'on puisse restituer l'argent, n'est-ce pas, du petit citoyen. 3, qu'on nous trouve l'escroc là où il se cache. 380 millions de dollars volés comme ça entre le maître de petits citoyens. Eh bien, le MDVC va dire non jusqu'au sacrifice suprême, même au prix du sang. Mais et si la justice vous déboutez, vous allez revenir dans les actions de la rue? Vous pensez que si vous êtes débouté par la justice, il y a une autre voie que vous allez prendre? Et c'est d'ailleurs ça l'objet qui a fait que nous puissions demander la suspension d'abord de manière provisoire. Parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est quoi? Je vais citer l'auteur Peter Drucker, un manager que je respecte beaucoup. Il vous dit: l'assainissement du climat d'affaires dépend d'une bonne justice. Il vous dit encore que si la justice est mauvaise, elle conduit à une justice populaire. Le MDVC n'a pas été prêt à aller, n'est-ce pas, menacer Vodacom. Parce que dès lors que le Parlement nous dit que ces prélèvements sont illégaux, eh bien, Vodacom, Airtel, Orange, Africell, vous n'avez plus qualité, n'est-ce pas, de continuer à exécuter les ordres manifestement illégaux. Et si vous continuez, le MDVC, qui est une opposition extra-parlementaire, nous ne sommes pas aux institutions, eh bien nous n'avons que la rue pour nous exprimer. Mais nous sommes dit, en tant qu'un parti démocrate, un parti qui croit, n'est-ce pas, aux institutions, qui croit à un état de droit,
Première étape, allons d'abord auprès des juges. Nous attendons. Eh bien, si les juges se comportent autrement, eh bien, nous allons constater que désormais, nous sommes dans un pays où la justice ne sait plus vous donner justice et que donc, il faut la chercher ailleurs. Voilà un peu ce que... Augustin Bissimois, qui est dans votre viseur? Pour vous, c'est qui le responsable de cette affaire? C'est Félix Antoine Tshisekedi lui-même? Bien non, mais nous sommes en train de chercher ensemble. Nous sommes en train de chercher ensemble. Au stade actuel... Mais parce que le ministre des Pétentik, à un moment donné, il a dit que lui n'y était pour rien. C'est ça, c'est le danger, parce que... Là, vous voyez dans votre viseur, c'est qui? C'est M. Félix Tshisekedi lui-même. Mais Kabounda dit, rappelez-vous, Kabounda dit que c'est géré à la présidence. Mais quand on parle de la présidence, nous n'avons pas de président. Ce n'est pas M. Augustin qui gère la présidence. Ce n'est pas non plus M. Perrault. Non, pas du tout. Le président de la République est connu. C'est lui qui gère la présidence de la République. Eh bien, nous n'allons pas confirmer tout ce qu'Kabounda dit. On ne va pas confirmer tout ça. Nous allons constater jusque-là qu'on a bien dit qu'il s'agit d'escroquerie. Et nous sommes ensemble en train de chercher l'escroc. Nous avons même écrit à l'IGF pour que l'IGF nous aide à mener des investigations sérieuses jusqu'à dénicher l'escroc. Parce que là où 380 millions de dollars ont été soutirés comme ça dans le poche des petits citoyens et que l'IGF c'était, eh bien, vous n'allez pas tromper qui que ce soit ici. Voilà, nous pensons que pour une fois, l'IGF va prouver qu'elle est au service de la population. Et c'est là qu'on pourra savoir évidemment qui est le viseur, qui est l'escroc, parce qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Eh bien, j'ai suivi, qui tient le conseil des ministres? Parce que Kibasa était ministre. Kibasa n'est pas prendre un arrêté sans le discuter en amont au conseil des ministres. Qui est-ce qui préside ce conseil des ministres? Même s'il peut nous dire, mais c'est Tshisekedi, qu'il y a un problème de pilotage et de coordination, eh bien, c'est un aveu d'impuissance. Personne ne coordonne, personne ne pilote, eh bien, il y a un problème. Mais en attendant, nous allons en justice pour chercher ensemble l'escroc. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore de précision là-dessus. Nous voulons que la justice nous dise l'escroc c'est qui. On va voir, on va suivre. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce matin que notre invité, c'est monsieur Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC en sigle. On est en train de faire la lecture de l'actualité avec M. Bissimois. Vous parlez tout le temps de Tshisekedi, vous dites vous-même que vous êtes opposant. Vous ne croyez pas au régime de Tshisekedi, M. Bissimois? Quel bilan le MDVC fait de la gestion, de la gouvernance de Tshisekedi 3 ans ou 3 ans et demi après son arrivée au pouvoir? Au fait, par rapport à cette question, on ne peut pas attendre un bilan là où la vision est déjà dénaturée. Tshisekedi a une vision dénaturée, vous voulez dire? Je ne sais pas, vous êtes un grand journaliste bien connu au monde entier. Votre média est très suivi au monde entier. Et vous êtes là pour informer la population. Si au moins vous connaissez cette vision, informez la population qui nous suit. À part les 100 millions d'habitants en RDC qui nous suivent, il y a d'autres au monde entier. Tenez, on nous a dit, si vous invitez ici quelqu'un de l'Union sacrée, vous lui posez la question, la vision, ils disent, nous soutenons la vision du chef de l'État. Ils disent, quelle est cette vision? Ils disent, c'est l'Union sacrée. Vous allez dans les fonds. La vision, l'Union sacrée, c'est quoi? Ils vous disent, c'est la vision du chef de l'État. Et donc, nous sommes là, en train d'assister à des gens qui ne comprennent pas en réalité ce qu'ils veulent pour ce pays. Parce que la vision, c'est quoi? C'est le plan définitionnel. La vision, il s'agit là d'une projection dans le temps et dans l'espace de ce que l'on voudra bien faire pendant X période. C'est ça la vision. Mais ici, vous avez une vision qu'on appelle Union sacrée. Même un petit enfant, ma fille qui est en première année CO, désormais appelée 7e, sans y comprendre quoi que ce soit, elle dit, mais papa, mais Union sacrée, on veut quoi au fait? Qu'est-ce que on veut faire quoi? Parce qu'elle suit très bien les informations. Mais donc, on ne comprend rien. Mais ma fille me dit, mais quand je comprends au niveau du MDVC, vous dites, la vision c'est refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Tout le monde comprend ce que nous voulons faire. Mais quand c'est l'Union sacrée, personne ne comprend. Et puis l'on vous dit non. Après, lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, à bout d'arguments, ils vous disent non, le peuple est d'abord. Bon, nous disons oui, nous sommes d'accord, mais allons dans ce peuple d'abord-là. 3 ans d'Iran, ils disent nous soutenons les actions du chef de l'État. Lorsque vous demandez de les énumérer, 3 ans d'Iran, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'action à vous citer. Ils vous disent on a arrêté Bakonga. Ils vous disent écoutez, on a arrêté Vital Kamerhe. Eh bien, on se limite là. Comme si le peuple a voté quelqu'un pour attendre seulement qu'on arrête Bakonga.
Mais nous, on doit arrêter de se moquer de la population. Par rapport au bilan, nous disons, mais lorsque le président de la République lui-même descend au Kasaï, dans le Grand Kasaï, il vous dit, eh bien, je n'ai rien fait, je suis votre fils de sang, mais quand est-ce que moi, je suis de Bukavu? Est-ce que, lorsque j'arrive à Bukavu, j'ai intérêt à rappeler, parce que mon nom, d'ici moi, déjà on sent que je suis de l'espace linguistique swahiliphone. Mais quand je suis là, est-ce que j'ai besoin de rappeler à ces gens que je suis leur fils? Eh bien, quand est-ce qu'on rappelle? C'est une façon de renouer la confiance. Quand est-ce qu'on renoue la confiance? Lorsqu'il y a déjà il y a rupture et crise de confiance. Nous sommes dans ça. Et donc, ça signifie qu'au niveau du bilan, tout est au rouge et chaotique. Eh bien, vous ne pouvez pas attendre parler d'un bilan là où la vision est déjà controversée. Tenez, nous sommes en 2001. Qu'est-ce que j'ai dit? En 2021, il vous dit c'est l'année du social. Là, c'est 2020. 2021, il vous dit Kisalu Mebanda. Ça signifie que tout ce qu'on voulait faire en 2020, on l'a plus fait. Et maintenant, en 2021, le travail commence. En 2022, ici, ça commence. Il vous dit, maintenant, nous commençons le travail de développer notre pays. Eh bien, on se moque de qui? Ça signifie que tous les 3 ans là passés, lui-même reconnaît en réalité que rien n'a été fait. Mais entre-temps, on est en train de payer. Ils sont en train d'être payés et hautement payés au point qu'il y a des gens qui sont en grève. Les infirmiers en grève, mais les gens qui vous sont payés. Vous avez 1080 conseillers à la présidence, triplement payés, contrairement à ce que Kabila faisait. Mais écoutez, on se moque de qui? Et donc, le bilan est chaotique. Parce que même ceux-là qui vous disent, nous soutenons la vision du chef de l'État, nous soutenons les actions, vous leur demandez de citer une seule action, ils n'en citeront pas 2. Il n'y en a pas. Donc, vivement 2023 pour que ce régime parte. Hein? Mais il est partant. Il est partant. Comment on peut maintenir un régime pareil? Comment? À moins que le peuple soit naïf. Mais je pense que notre population, elle est déjà, n'est-ce pas, suffisamment mature. Vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire au niveau de la CENI. On fait du copier-coller, on essaie un peu de bricoler les animateurs. On bricole à la Cour constitutionnelle, on bricole partout. C'est par rapport à ça, évidemment, parce que le bilan est chaotique. Mais qu'à cela ne tienne, le MDVC a dit ceci. Même si l'on mettait Maman Marthe à la CENI, le MDVC gagne ses élections à plate couture. Tu sais que dit le père? Parce qu'ils disent non, on va tout faire pour avoir la CENI. Mais écoutez, ils ont oublié. Parce que les gens qui n'ont pas peut-être beaucoup, je ne sais pas comment les gens oublient la page d'histoire. Nous sommes en 2018, Kabila avait la CENI, Kabila avait Nanga, Kabila avait la Cour constitutionnelle, mais Sadar n'est pas président de ce pays. Parce qu'on ne peut pas délibérer un enfant très, n'est-ce pas, faible. Mais tu sais qu'il va échouer lamentablement. Et quand il va se retrouver face, quoi qu'il soit neveu, c'est pas moi qui. Mais comment je vais délibérer un enfant très faible comme ça? C'est cela à quoi on va assister en 2023. Eh bien, on va proclamer ici le candidat du MDVC, président de la République. Donc, vous le tripatouillage, entre guillemets, de la CENI, qu'on mette Kadima, qu'on mette aujourd'hui Toto, qui est un ancien conseiller de Fekchitekeli, selon beaucoup des journaux, ça ne vous dérange pas. Qu'ils mettent ce qu'ils veulent, vous irez aux élections avec les gens placés par Tshisekedi à la CENI. Non, mais c'est-à-dire quoi? Nous sommes là, d'abord, nous croyons que nous sommes dans un État démocratique. Et la démocratie, c'est quoi? C'est le respect des principes. Et les principes, c'est quoi? Ici, nous sommes en train d'organiser les élections. Et lorsqu'on les organise, il y a là les parties prenantes. Et les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour s'accorder par rapport aux principes. Nous avons la loi portant organisation et fonctionnement des instituts de la CENI. Mais cette loi-là, à l'article 10, elle vous dit ceci, je cite, que les animateurs de la CENI sont issus des forces représentées au sein de l'Assemblée nationale. Une aberration, Perrault. Une aberration. Parce que, tenez, on vous dit qu'il y a des gens qui viennent de l'opposition parlementaire. Mais où est-ce que nous mettons la loi portant statut de l'opposition en son article 2 qui reconnaît que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire? Déjà, ce principe est mis de côté, alors que les élections sont inclusives et n'ont jamais été exclusives. Si vous les voulez transparentes, eh bien, voulez-les d'abord inclusives. Deuxième niveau du débat. Vous faites fi au MDVC parce que vous avez peur de lui. Vous dites non, on va bricoler avec... excusez-moi, on va bricoler avec l'FCC et bricoler avec la Mouka. Vous prenez les gens du FCC
que l'FCC avait radié. L'FCC les radie aujourd'hui, 72 heures après, vous les investissez membres de la CENI. Eh bien, ils représenteront qui là-bas? Parce que le régime a ses représentants qu'il a désignés dans toute transparence. Le FCC refuse de désigner, mais vous prenez les transfiges et les radiés du FCC. Maintenant, il représente qui? Entre nous soit dit. Il représente quelle opposition là-bas? Eh bien, c'est pour vous dire que le MDVC, ce n'est pas qu'il ira aux élections avec cette CENI, mais il se bat d'abord pour que nous puissions avoir une CENI consensuelle. Ce combat a commencé et nous avons déjà commencé un plaidoyer auprès des partenaires bi- et multilatéraux. Nous avons fait un mémorandum qui est parti partout pour dire un partenaire bilatéral sérieux ne peut pas collaborer avec une telle CENI. Et d'ici jeudi, le MDVC a rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Union européenne pour discuter au sujet de ces questions des élections dans notre pays. Voilà un peu par rapport à cette question. Mais Christophe aussi, moi, par rapport à cette question, par rapport au bilan de M. Tshisekedi, il y a une polémique qui naît aujourd'hui entre, d'un côté, le régime Tshisekedi et de l'autre, le cardinal Mbongo dans l'affaire Mboka et Koufa. Le président a dit Mboka et Koufa, vous êtes Congolais, vous êtes né ici. Il a raison, non? Il a trouvé ce pays assez déstructuré, assez détruit. Est-ce que vous comprenez la sortie de M. Mbongo qu'on demande aujourd'hui à créer son parti politique et à enlever la touche pour faire de la politique? Bon, de prime abord, je crois que, comme ces médias, j'aurais voulu qu'on dise ça, qu'on revienne à ça dans un média qui n'est pas très suivi. Parce que celui-ci, c'était, peut-être que vous n'avez pas ces échos, mais ces médias ici, ce PLTV est très très suivi, même au niveau international. Nous avons cru que le président de la République avait juste glissé et que nous aurions dit cacher ces saletés et ne plus les amener sur la place publique. Parce que c'est une honte pour un chef de l'État de déclarer pareille chose 3 ans après son mandat. Non, mais il a ajouté qu'il est là pour la Moussaro, non? Vous vous arrêtez seulement là où il dit Mboka et Koufa, et puis après il a dit Toye Poto Sekouissaro. Non, mais moi j'ai vu, quand j'ai entendu un chef de l'État dire ça, j'étais en face d'un président de la République qui fait une évaluation de son bilan à mi-parcours. Parce que l'évaluation, c'est avant, pendant et après. Et j'ai vu un chef de l'État qui s'est dit, écoutez, je dois quand même arrêter et analyser 3 ans après, quel est mon bilan. Et 3 ans après, il constate que le pays est Koufa. Et tout ça, pour nous, c'est une matière importante pour démontrer en réalité qu'il est là, il ne sait pas pourquoi il est là. Eh bien, est-ce que Tshisekedi pense qu'il est à l'opposition? Non, il n'est pas à l'opposition. C'est un chef de l'État investi du pouvoir, peu importe comment il est arrivé là-bas, il est chef de l'État investi du pouvoir. Parce que nous sommes légalistes. La CENI, qui est une institution d'appel à la démocratie, l'a publié gagnant, vainqueur, excusez-moi. La Cour constitutionnelle l'a publié vainqueur. Eh bien, nous nous sommes rangés. Et nous croyons qu'on n'a pas de chef de l'État. Mais écoutez, lorsqu'il vous dit que Mboka et Koufa Kala, mais oui, mais en réalité, c'est parce qu'en tournant, en faisant les tournées, parce que le professeur Dr Justin Moudekereza lui a demandé de faire les tours, lorsqu'il arrive là, il constate qu'il n'y a pas de route. Il constate que les gens meurent de faim. Il constate. Mais il s'est dit, écoutez, en arrivant au pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 450 millions de dollars, programme d'urgence de 100 jours. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pas de bilan, pas de résultats par rapport à ça. On a détourné, et tous ceux qui ont détourné, ils ont été arrêtés 48 heures après, mesure de grâce. Ils sont aujourd'hui libres. Sommes-nous dupes pour ne pas comprendre cela? Nous ne sommes pas dupes. L'OVD, l'office de route, directeur de cabinet, tous mesures de grâce, pour ne citer que ça. Il y a d'autres que vous connaissez. Eh bien, lorsque vous les gracieux, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a volé ensemble. On a volé ensemble. Je vais vous couvrir. C'est ça, en fait, la philosophie. Et ils sont couverts aujourd'hui. Vous avez vu le jugement par rapport au des cabinets chefs de l'État. Mais lorsqu'on juge quelqu'un, on les condamne. Qu'est-ce qui doit suivre? Il faut récupérer tous ces biens. Vous êtes journaliste, le mieux informé de ce peuple, parmi les mieux informés. Quel est le bien qui a été récupéré? Eh bien, nous sommes là, n'est-ce pas, dans une coalition de gens qui se disent, pour faire face aux élections prochaines, nous devons avoir de l'argent. J'ai voulu, vous détournez 450 millions de dollars, programme d'urgence. Vous ne faites rien. Eh bien, 3 ans après, vous vous rendez compte que la population a marre. En a marre. Vous détournez les fonds Covid. Eh bien, vous condamnez un certain Eteni, vous les mettez en prison.
Et 48 heures après, il est gracié, il est chez lui aujourd'hui. Et lorsqu'on le libère, on le voit en train d'ouvrir les champagnes. Mais on se moque de qui dans ce pays? On se moque de qui? Vous évoluez, vous avez l'argent de route, Tchilégelou, tout ça, on détourne. Vous avez l'argent du barrage Katende, on détourne. Eh bien, on détourne tout ce qui est programme du chef de l'État ici, on détourne. Oui, il a justifié cela parce qu'il y a un programme de coordination et de pilotage. Eh bien, j'ai vu un chef de l'État qui a juste évalué. Mais que dire aussi de Bilomba, où vous avez un conseiller, comment 14 millions de dollars peuvent se retrouver entre les mains d'un conseiller de la présidence? Eh bien, nous sommes dans quel pays? Mais il faut que, moi, si j'étais à la place de Samalou Kondé, je démissionnerais. Mais vous avez un Samalou Kondé qui sait qu'il est là Premier ministre, mais il y a un autre gouvernement à la présidence, mais il reste là, il ne démissionne pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Eh bien, j'ai vu un Tshisekedi qui était en train de faire son bilan et qui a dit au peuple, je ne suis pas capable. Donc Ambongo a raison. Quand Ambongo s'attaque à lui, le recadre, le cardinal Ambongo a raison pour vous? Ambongo a raison sur toute la ligne. Tenez, vous avez gaspillé beaucoup d'argent pour faire les tours et vous dites, parce que le seul bilan, ils vous disent, non, nous avons remis la RDC dans l'échiquier, n'est-ce pas, international, écoutez, dans les conseils des nations. Mais écoutez, est-ce que les gens comprennent comment on peut être complexé jusqu'à ce niveau? Remettre le pays dans les conseils des nations, oui, mais nous disons, nous sommes d'accord avec vous, mais 3 ans après, quels sont les résultats? Parce qu'un bon management s'applique en fonction des résultats. Bon, nous allons les leur concéder. Nous disons, vous avez fait des tours pour chercher les investisseurs. Mais 3 ans après, vous leur dites, Mboke Koufanango. Vous voulez qu'ils disent quoi? Ils vont se comporter comment? Quel est cet investisseur sérieux qui viendra investir dans Mboka Ikoufa? Mais non, écoutez, je plains beaucoup les gens qui encadrent le chef de l'État. La communication du chef de l'État, pour moi, si nous avons le pouvoir, eh bien, on a une telle communication, franchement, à la minute, nous la révoquons. Allez, on va aller vers la fin de cette émission. 47 minutes déjà depuis qu'on a commencé. Avec cette question de l'affaire Kabound, vous avez vu, hein, Jean-Marc Kabound démissionnera pas, le scandale qui est autour du président Tshisekedi, Vidier Chimanga qui donne un coup, après vous vous réveillez Bilomba qui insulte Ngoï Kassanji, par là-bas Eboma qui fait des boucans au niveau du site Katende. Ça vous inspire tous quoi, tous les scandales et qu'est-ce que vous dites de cette affaire de Jean-Marc Kabound qui tient un peu l'actualité en haleine depuis quelques 3-4 jours? Bon, par rapport à cette actualité de la honte, je crois sincèrement qu'il y a des choses à dire, évidemment, par rapport à ça. De la honte, parce que ce parti est en train de montrer, n'est-ce pas, à la face du monde, qu'il ne peut pas tenir. Il s'agit là d'un... Je voudrais ici rendre hommage à une artiste qui a dit que Tshisekedi croyait que c'est un bidon de 5 litres. Et donc l'UDP se rend compte que ça pèse. Se rend compte que ça pèse sur les petites épaules et qu'ils ne peuvent pas supporter. Et le peuple, je crois, qui n'est pas dit qu'il est en train de comprendre que l'UDP ne mérite plus le pouvoir. Parce que, tenez, nous sommes en face de 2 acteurs principaux qui, en réalité, ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. Madame X, parce que cette émission, je l'aime beaucoup parce qu'elle n'aime pas qu'on cite les noms des gens. Madame X roule en sens unique. Ah oui, mais parce que j'ai les gardes républicaines qui me gardent, qui me surveillent. Bon, je suis de la présidence, je dois rouler comme je veux. En violation des lois. Et ça, c'est un problème du manque de compréhension du fonctionnement de l'État. Et tout ça, c'est un problème d'encadrement des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la fonction des chefs de l'État. Deuxième niveau du débat. Vous avez aussi un Kabound, premier vice-président des circuits de la chambre basse, trop basse du Parlement. Il constate, eh bien, il s'érige aussi en juge. Il s'érige aussi en la police. Eh bien, du coup, il se permet d'arrêter et de désarmer. Lui aussi, c'est un problème d'incompréhension du fonctionnement de l'État. Voilà, ça c'était le match aller. Le match retour, vous avez aussi la garde républicaine non encadrée, bien évidemment, qui s'est dit, écoutez, allons en revanche à la résidence de Jean-Marc Kabound de Sakajon. Mais on est où là? Et donc, il n'y a pas la police que Kabound devrait appeler
Il n'y a pas de policier de roulage que Kaboun devrait appeler pour dire occupez-vous de celui-ci ou de cette dame qui roule à sens unique. Eh bien, on n'a pas non plus une justice militaire qui pouvait dire écoutez, ces policiers de Kaboun qui ont des armées et une garde républicaine, on va s'en occuper. Du coup, cette garde non encadrée, parce qu'il y a un problème de leadership, eh bien, il se dit allons à la résidence. Mais on est où là? Mais le problème serait ailleurs, M. Perrault. Nous sommes en train de mener des investigations sérieuses sur les vrais problèmes. Parce que les vrais problèmes, paraît-il être un problème d'ambition politique. Vous avez deux UDPS aujourd'hui. L'UDPS limité vous dit nous avons combattu pendant autant d'années. Nous avons ici consommé des lacrymogènes. Mais du coup, il y en a qui sont venus. Eh bien, ce sont eux maintenant qui sont en train de bouffer les butins. Il y a ce combat-là. Et ce combat est acharné. Les locaux se disent, on doit se battre. Et ils se disent, mais non, l'UDPS Félix, chilombiste, et donc c'est l'UDPS qui a perdu la vision tshisekéliste. Nous devons nous battre pour conserver cette vision. L'UDPS Limité se dit, non, vision, peuple d'abord, on a jeté dans l'oubliette, et bien nous risquons de perdre le pouvoir, il faut à tout prix chercher un mécanisme d'avoir un autre candidat. Voilà, c'est ça le débat. Et notre débat, c'est un débat d'initiation coutumière. Nous sommes en train d'investiguer là-dessus, peut-être on y reviendra. On va vous parler de la rivière Lubilanji. Eh bien, on vous dit, on a noyé les gens, on les a lavés, parce qu'il y avait un certain Kabound qui avait déjà emballé le chef de l'État dans des choses mystico, c'est pas moi religieux. Vous croyez aussi à ces choses-là? Bon, mais je me pose la question, parce que je suis intellectuel, je dois me poser des questions. Comment une garde républicaine peut aller saccager les bureaux et la maison, la résidence? Et lorsqu'on voit les images, on se rend compte qu'ils n'ont pas pillé, ils n'ont rien pris, mais on se rend compte qu'ils étaient en train de fouiller et tous les sacroirs qui cherchaient les fétiches. Pourquoi Kabound n'est pas allé au Kasaï lorsque le chef de l'État a fait le tour là? Eh bien, nous sommes en train de mener des investigations sérieuses par rapport à ça. Je pense qu'au moment opportun, on va... Parce que sinon, on ne comprend plus. Nous sommes là en train de voir les gens qui se noient dans les fétiches et nous disons que le peuple doit ouvrir les yeux et les bons. Merci beaucoup, M. Bissimois. Merci d'être venu nous voir. Ces petits avis au public que je suis en train de lire depuis 2-3 jours. Je vais le refaire avant de clôturer cette émission. En vertu de l'expédition en forme exécutoire des jugements rendus par les tribunaux des commerces de Kinshasa Gombe en date du 7 avril 2021 sous RPI 0204 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe en date du 13 septembre 2021, il sera procédé le 27 janvier 2022 à 10h dans la ville de Kinshasa au numéro 2 de l'avenue Konda Konda, quartier Basoko dans la commune d'Ngalema à la vente publique aux enchères des biens suivants. 1. Un véhicule Mercedes-Benz type Actros de couleur blanche immatriculé 0793 AA10. 2. Un véhicule MAN type TES 33.400 genre tracteur de couleur blanche immatriculé 2873 AC10. 3. Un véhicule Mercedes-Benz de couleur blanche immatriculé 2168 AA10. 4. Un véhicule Jack de couleur blanche immatriculé 610 4BC01. Ces biens sont propriété de la société Mino Congo SARL, dont le siège social est situé au numéro 2 de l'avenue Konda Konda, quartier Basoko, dans la commune d'Ngalema. Poursuite et diligence des messieurs Marwan Assi, son co-gérant. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Maître Jacques Badibanga Somba Mania, huissier de justice et officier public et ministériel, dont l'étude est située au croisement des avenues des Huileries et Isangui numéro 166, premier étage, immeuble Moto Feu dans la commune de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, ainsi fait à Kinshasa le 12 janvier 2022, officier public et ministériel, Maître Jacques Badibanga Somba Mania, huissier de justice. Allez, M. Bissimois, merci d'être venu nous voir. Bon vent à DVC. Et bonne chance pour le procès que vous avez décidé d'attenter à la République. On vous retrouvera certainement dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui nous a permis d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.